Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Cinestory. Nous arrivons donc dans la période 1960-1980. Cramponnez-vous bien parce qu'il va y avoir du lourd et j'imagine que vous savez à quel film je pense. Et je me doute que vous savez que je sais que vous savez. Mais ça arrive. Patience. Avant toute chose, on va faire un petit saut en 2002 pour introduire quelque chose d'énorme. En 2002 donc sort le film d'animation de Pixar Monstres et compagnie. Et avez-vous remarqué le nom du restaurant lorsque Bob invite sa copine Celia au début du film? Vous savez, le repas avorté lorsque Sully arrive en catastrophe. Gardez votre calme, ceci n'est pas un exercice. Voilà, on peut y lire Harryhausen's. Et je sais pas si ça se prononce comme ça. Et vous vous attendez à ce que je vous explique ce que c'est? Enfin, qui c'est? Allez d'accord. Monsieur Ray Harryhausen est un concepteur d'effets spéciaux des années 40 à 80, et dans le genre, on fait pas mieux. C'est un peu le big boss. On peut par exemple parler de son invention, la dynamation. L'idée c'est d'accentuer le réalisme. La prise de vue réelle est projetée en arrière-plan, l'élément à animer est placé devant, et à l'aide d'un cache, on va pouvoir faire repasser devant un élément de la prise de vue réelle. En 1963, il réalise la scène de bataille de squelettes dans le film Jason et les Argonautes. Et pour réaliser cette scène qui dure à peine 3 minutes, il a fallu plus de 4 mois de travail. Cette animation est faite en stop motion. On a déjà expliqué ce procédé dans une précédente vidéo, mais l'exploit ici, c'est d'avoir réussi à intégrer les marionnettes avec de vrais acteurs. La grande difficulté était de coordonner les mouvements des uns par rapport aux autres, parce que du coup les acteurs jouaient contre des êtres invisibles. Et c'est bien Harryhausen qui a fait correspondre les gestes et les coups portés au squelette, image par image. Et attention, il a fait correspondre les mouvements des squelettes avec les gestes des comédiens, et pas l'inverse. Petit rappel, au cinéma il y a 24 images par seconde, et cette séquence dure environ 180 secondes, c'est-à-dire plus de 4320 images à traiter. Harryhausen s'était complètement cinglé. Petit retour en 1930 pour parler du code Hays. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un code de censure. Le blasphème, la représentation du sexe, la violence, l'homosexualité, la toxicomanie, la prostitution, les baisers de plus de 30 secondes, les décolletés et la présence d'un homme et d'une femme dans un même lit sont formellement interdits. L'exemple le plus frappant, c'est le dessin animé Betty Boop qui, avant 1935, pouvait montrer Betty en petite tenue avec de grands décolletés, voire en maillot de bain. Après cette date, elle devra adopter des tenues un peu moins provocantes. Mais la fin progressive de ce code au début des années 60, la généralisation des films en couleur et les changements socioculturels favorisent la mise en scène d'actions sanglantes. Du coup, la porte s'ouvre pour les scènes de baston et le cinéma gore va pouvoir se développer. Mais avant tout, il va falloir régler un problème épineux. Dans le film Bonnie and Clyde, un film de 1967, la difficulté était de trouver des matériaux permettant de reconstituer la couleur et la texture du sang. Et il faut aussi créer les impacts de balles sur les comédiens en utilisant des costumes et accessoires truqués. Alors comment on fait? Comprenez-moi bien, la fabrication d'un faux sang est nécessaire car le vrai sang, du sang de bœuf par exemple acheté en boucherie, est très vite inutilisable en tournage car il coagule très vite et prend alors une couleur marron. Alors à l'époque, pour régler ce problème, on faisait fondre des cochenilles. Alors non, je vous coupe tout de suite, c'est pas le mélange d'un cochon et une chenille. C'est un insecte qui produit ce qu'on appelle un acide carminique pour se protéger des prédateurs. Et cet acide carminique n'est rien d'autre que l'agent colorant du carmin. C'est un pigment rouge vif et foncé. Bon, je vous rassure, la méthode a changé depuis le temps, mais à l'époque, c'est comme ça qu'il fallait faire. Et l'avantage quand un film était en noir et blanc, par exemple pour la scène de la salle de bain dans Psychose, il n'y avait pas besoin de recréer la couleur, mais juste la texture. Donc on utilisait du chocolat au lait. Vous savez, le chocolat qu'on boit le matin. Ah oui, et petite anecdote, le bruit qu'on entend qui transperce la chair, et en fait le bruit d'un couteau qui transperce un melon. Bon, retour à Bonnie and Clyde et les impacts de balles. Il a fallu inventer une nouvelle technique à base de pétards fixés à des poches en plastique remplies de faux sang, dissimulés sous les vêtements des acteurs et télécommandés à distance. Il y a juste à appuyer sur la télécommande et boum! L'année 1968 marque un tournant dans l'histoire des effets spéciaux.
Pourtant, les effets du film dont je vais parler ont été réalisés pour la majorité en tournage et très peu en post-production. Le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick utilise des techniques inédites pour un réalisme le plus réaliste possible. D'où les 16 mois de retard que le tournage a pris. Des maquettes géantes de navettes et de stations spatiales filmées en motion control offrent un univers de science-fiction crédible pour la première fois au cinéma. Pour info, Kubrick a fait appel à une agence spécialisée dans le monde spatial pour quelques petits conseils. La NASA. Par exemple, le décor circulaire du cœur du vaisseau Discovery est en fait une centrifugeuse géante de 12 mètres de diamètre. Et c'est comme des hamsters dans une cage, les acteurs se déplacent à l'intérieur faisant tourner la roue pendant que le décor défile derrière eux. Lors des séquences en apesanteur, les acteurs étaient attachés à 12 mètres du sol via des câbles de sécurité, dissimulés à l'image, le plus souvent grâce aux caméras qui filmaient les acteurs du dessous. D'ailleurs, la scène où David prend son petit déjeuner, il a en fait la tête en bas et le plateau est collé à la table. Et comme c'est un plan séquence... Alors un plan séquence, c'est une séquence entière où la caméra n'est pas coupée. Tout est filmé d'une traite, il n'y a pas de plan de coupe. Un peu comme dans le clip d'Orelsan par exemple. Encore une info à ressortir dans tous les bons dîners. Kubrick invente aussi ce qu'on appelle le slit scan, d'où naissent les images psychédéliques du franchissement de la porte des étoiles. Le slit scan consiste à placer une caméra qui va zoomer sur une image défilante derrière un cache noir via une petite fente. La durée d'exposition, c'est-à-dire le temps où la caméra va imprimer la lumière sur la pellicule, est très long, de plusieurs heures. Ça va donc créer une traînée de couleurs. Et sur le plateau de tournage de ce film, une blague circule. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e, Kubrick lui a tout renvoyé pour correction. C'était un véritable acharné, et tout ce qu'il faisait, fallait que ce soit fait à la perfection. Bon, on va peut-être arrêter de parler de ce film parce qu'on pourrait y passer des heures, mais peut-être que pour un épisode spécial. C'est en 1973 que pour simuler la vision subjective du robot du parc d'attractions de Monde-Ouest, que Michael Crichton a recours aux premières images retouchées par ordinateur de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Alors attention, créer une image par ordinateur, ça on sait faire. Mais l'intégrer sur une pellicule 35 mm, c'est assez compliqué. En gros, ça représente 4 mois de travail et 20 000 $ pour 2 minutes de film. Résultat, une image à la pixelisation volontairement visible qui accentue l'aspect machinique de la vision robotique. Ah oui, et au fait, Monde-Ouest, c'est le titre français. En anglais, c'est Westworld. Et oui, ce film a été adapté en série télévisée, que je vous conseille d'aller regarder de ce pas. Enfin, après la fin de cette vidéo. Ça vous en bouche un coin, non? Moi oui, en tout cas. D'ailleurs, c'est dans la suite de Monde-Ouest, intitulée Les Rescapés du futur, que le cinéma a droit à la première simulation synthétique d'un corps humain. En d'autres termes, c'est dans ce film qu'apparaissent les toutes premières images de synthèse de l'histoire du cinéma. Oui. Ce qu'on appelle une image de synthèse, c'est une image complètement créée par ordinateur. Et le film d'animation de Pixar Toy Story est le premier long métrage entièrement réalisé en images de synthèse. 1977. George Lucas réalise, à mon avis, qui n'est pas si humble, un des plus grands chefs-d'œuvre de science-fiction du XXe siècle. Et je pèse mes mots. Bon, je pense que cette énéalogie, triple trilogie, aura droit à sa propre série de vidéos. On va pas parler de stop motion ou de matte painting, bien que ces films en sont gorgés, mais on va tenter de faire bref avec quelques effets impressionnants. Lorsqu'il se lance dans la réalisation de La Guerre des Étoiles, George Lucas crée son propre département d'effets spéciaux, intitulé Industrial Light and Magic. Pourquoi? Parce que les effets spéciaux qu'il veut n'existent tout simplement pas, et qu'il va falloir tout créer, ou presque. Je pense qu'une des choses qui nous vient en premier à l'esprit, c'est les vaisseaux. Pour la première fois, le spectateur les voit à pleine vitesse, alors qu'avant c'était des maquettes accrochées à des fils, devant un fond étoilé et quasiment statique. Là, l'équipe de Lucas a créé une nouvelle caméra, la Dixtraflex, sur une grue articulée, pilotée par ordinateur qui peut slalomer autour du vaisseau accroché devant un fond bleu. À l'écran, on a l'impression que le vaisseau bouge, mais en fait, c'est la caméra. C'est en 1980 que sort le film L'Empire contre-attaque, et on y découvre pour la première fois le personnage de Yoda. Avant d'en faire un personnage complètement en image de synthèse pour la prélogie, Yoda était une marionnette contrôlée par 3 personnes à la fois. Alors oui, dans la première version du premier épisode de la deuxième trilogie, c'est-à-dire dans La Menace Fantôme, Yoda est encore une marionnette, mais ça sera modifié par la suite. Frank ose animer la main gauche et la tête, une deuxième personne la main droite, et la troisième les yeux, les paupières et le bout des oreilles. La difficulté, c'était de faire croire aux spectateurs que cette créature de 60 cm de haut était en vie, et pas simplement qu'une marionnette.
D'ailleurs, ses yeux ont été inspirés de ceux d'Albert Einstein, qui d'après Lucas lui donnait un air intelligent et sage. Et tous les plans où Yoda apparaît sont en fait surélevés pour que les marionnettistes puissent se positionner. Et les sabres laser, déjà au niveau sonore. An elegant weapon. Lucas s'est inspiré du bourdonnement du moteur du projecteur de la salle de projection. Il a ensuite mixé ce son avec le bruit que faisait son enregistreur cassette dont le câble était défectueux quand il l'approchait trop près de sa télévision. Le haut-parleur captait des ondes qui produisaient un bruit sourd. Pour l'image sur le plateau, les acteurs utilisaient des accessoires composés de poignées munis de baguettes en aluminium peintes en rouge, vert ou bleu. Et en raison de leur fragilité, les acteurs pendant les combats étaient obligés de freiner leurs lames juste avant le contact. Ah ouais, sinon ça cassait. Après, en post-production, on ajoutait la lumière. C'est la rotoscopie. Je vous invite à regarder cet épisode si vous ne l'avez pas déjà vu, j'en ai déjà parlé. La société qu'a fondée George Lucas sera rapidement concurrencée par d'autres structures à travers le monde. La numérisation progressive des effets visuels contribue à les internationaliser. Des sociétés spécialisées se créent dans tous les pays, dont la France. Parce que oui, la France deviendra une pointure en matière d'effets spéciaux. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important pour m'aider à faire décoller cette chaîne. Et n'oubliez pas non plus le petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et c'est triste, je sais, mais il est grandement temps de vous dire à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.